troisième question parle des astuces pour attirer un recruteur sur sa candidature. Comment utiliser les réseaux sociaux à son avantage? Parce que souvent, on voit des photos de profil sur WhatsApp des candidats. Les photos là sont souvent un peu effrayantes. Exactement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet? OK. Alors, sur ça, il y a deux phases. La première phase, si vous êtes en recherche active, il faut vous professionnaliser tout de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tels qu'aujourd'hui, les recruteurs vont regarder la e-réputation. La e-réputation, c'est qu'est-ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, quels sont vos commentaires sur les réseaux sociaux. Souvent, il y en a certains qui vont sur Facebook, qui regardent votre profil. Bon, on voit quelqu'un qui aime faire la fête. On n'interdit pas de faire la fête, mais il y a des petits standards comme ça qu'il va falloir un peu, images clés. voilà, qu'il va falloir un peu filtrer, surtout quand on est en recherche active. Et même des personnes confirmées. Donc, il faut faire attention à la e-réputation. Attention aux commentaires sur LinkedIn. Souvent, je vois beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur LinkedIn, c'est un peu le seul réseau social où je suis. Et encore, je ne suis pas très actif. Je suis vraiment spectateur. Donc, en termes de contenu, il faut faire extrêmement attention de ce qu'on dit. Par exemple, sur des sujets politiques. Bon, je veux dire, LinkedIn n'est pas le lieu pour exposer son avis politique. Donc, je veux dire, il y a pas mal de petits codes comme ça sur lesquels il faut faire extrêmement attention lorsqu'on est en recherche active. Évidemment, vous avez parlé des photos. Il faut faire extrêmement attention aussi aux photos. On voit des CV aujourd'hui, même quand on reçoit la photo. Bon, déjà, même la photo ne nous attire pas. On n'est pas au faciès, mais il y a un professionnalisme qu'il faut apporter, un sérieux, parce qu'on vient dans le monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise, c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Quand on cherche du travail, il y a une méthodologie. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, il faut se professionnaliser. Aujourd'hui, vous avez des recruteurs qui vont vous appeler, et derrière, peut-être qu'ils enregistrent votre numéro, donc ils regardent aussi les statuts. Donc, il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles il va falloir être vigilant. Donc, à la fois sur les contenus, sur l'image qu'on veut dégager, sur les réseaux sociaux qu'on veut véhiculer, et aussi dans sa recherche d'emploi, il va falloir se professionnaliser. Vous savez, le moment où vous vous dites « je commence à chercher du travail », vous devez être en mode professionnel. Jusqu'à la fin. Professionnel activé. Exactement. Voilà. Et vous faire respecter vous-même déjà par le recruteur, que ce soit en termes de photos de profil, de contenu, comment est-ce que le profil même il est renseigné sur LinkedIn ou sur les autres réseaux qui s'en occupent. D'accord, voilà. Très bien. Merci Ahmed pour cette réponse très importante parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui n'attirent pas les recruteurs. Merci d'avoir été très précis sur ce point. Nous allons maintenant sur la prochaine question. Certains recruteurs exigent des années d'expérience pour les postes, alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, le taux de jeunes diplômés est très élevé. Ouais. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes diplômés et également à ces recruteurs qui vont jusqu'à 15, 10, 20, 30 années d'expérience? Qu'est-ce qu'on fait? Non, ils ont raison. Mais il y a deux leviers que les demandeurs d'emploi doivent comprendre, ou du moins activer. Aujourd'hui, vous avez et ce n'est pas de notre faute, je ne suis pas en train de nous défendre, mais quand vous êtes dans des organisations qui sont mûres et matures, qui ont un certain niveau d'attente et d'exigence en termes de chiffre d'affaires, etc., ils ont besoin de personnes confirmées. Ça, c'est quand vous êtes dans du haut niveau. Ils ont besoin de personnes confirmées pour aller le plus rapidement possible. Aujourd'hui, vous prenez le secteur bancaire, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Donc, les personnes que nous recrutons, c'est les personnes qui sont ready now, c'est-à-dire qui sont prêtes à délivrer tout de suite. Ça, malheureusement, c'est le secteur bancaire. Mais il peut arriver que d'autres entreprises font justement l'appel aux jeunes candidatures par les politiques de talent, dans les écoles, pour donner la chance aussi aux jeunes. Mais cette chance-là que nous offrons, ça permet justement à ces jeunes de pouvoir se démarquer. Et même encore dans ça, on est aussi obligé de faire un tri. Il faut prendre le fameux tri. Les meilleurs qui vont venir dans nos entreprises pour pouvoir donner leur savoir-faire. Ça, ce que je vous ai montré là, c'est la belle histoire. Et malheureusement,
tout le monde veut avoir cette belle histoire. C'est clair. Et ça crée beaucoup de frustration. Oui. Le deuxième niveau où les demandeurs d'emploi doivent se concentrer, et ça c'est un conseil que je leur donne, c'est les PME. Vous regardez le tissu économique de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas le pourcentage, mais on a énormément de PME. Et vous avez encore le secteur informel, ça c'est encore le troisième niveau. Le secteur informel, allez, c'est open bar. Donc les gens ne sont pas déclarés. Voilà, on se débrouille, on essaie de se faire une activité et on a des revenus. Vous voyez? Donc si je reviens au deuxième niveau, les PME recherchent des profils. C'est un marché où il y a énormément de besoins. Et vous pensez que les abonnés ne vont pas vers ces PME-là? Je ne pense pas. C'est peut-être une impression que j'ai, mais de ma lecture, je pense qu'il y a énormément à gagner. Et parce que ce deuxième niveau active deux autres leviers. Il faut que les PME aussi soient attractives. C'est ça. Oui, parce que tout le monde vient dans les grandes entreprises, parce que dans les grandes entreprises, c'est structuré. On déclare les employés. Il y a la marque employeur, c'est défini, le process est correct. C'est clair. Tout le monde a envie de travailler. Comment? Exactement. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de place. Exactement. Et le conseil que je donne, c'est que allez dans les PME, vous formez, prendre votre expérience et ensuite, vous venez chez Ecobank. Très bien. Et ça peut se faire facilement. Parce que nous, quand on regarde des profils, on veut un gars ou une personne qui a de l'expérience. On ne cherche pas s'il a travaillé chez Orange, s'il a travaillé chez Bridge, enfin, qui vous voulez. Mais c'est l'expérience qui nous intéresse. Et on ne regarde pas, est-ce que c'est, en tout cas moi, je ne regarde pas est-ce que c'est société qui est très connue, cotée, non. Honnêtement, je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la personne vient me vendre, qu'est-ce que la personne a eu comme expérience. Et cette expérience-là, elle doit commencer par le bas. C'est-à-dire, je vous assure, il y a plein de PME, mais aussi sur PME d'être attractive. Il faut qu'on arrive à se structurer, il faut déclarer les employés. C'est tout ça qui fait fuir aussi nos jeunes. Et ils veulent tous aller dans les conditions. Ils veulent tous aller dans les grandes entreprises. Et malheureusement, le canal là-bas est tellement filtré, donc il n'y a pas assez de place. C'est pour ça que si vous allez dans les PME, vous allez voir un chef d'entreprise ou bien un gérant d'entreprise, mais qui recherche de la main-d'œuvre pour pouvoir l'aider à faire grandir son entreprise. Quand il va prendre un jeune, le jeune va faire juste 1 an. Ici, là, c'est pas voilà. Il n'y a pas climatiseur, c'est pas frais, on ne porte pas costume. Il n'y a pas d'assurance maladie. Il n'y a pas d'assurance maladie. Bon, je n'apprends rien. On veut tout de suite le confort. Donc, il faut aller dans ces entreprises, aller dans le bas, mettre la main dans le cambouis, se faire son expérience. Et puis demain, on va chez Nestlé, on va chez qui vous voulez. D'accord. Et ça, c'est plus valorisant pour nos jeunes. Si vous avez la chance et le réseau, pour intégrer tout de suite les grosses entreprises, c'est très bien. Mais encore une fois, il faut savoir le cultiver. Demain, il faut tomber sur le DRH de Nestlé, où est-ce qu'il prend son café, enfin, tout ce que vous voulez. Ou même sur vous. Mais quand on vous croise, où est-ce qu'on vous croise? Est-ce que je peux vous donner mon CV? Bref. C'est clair. Donc, pour moi, pour arriver à ce niveau-là, il faut se former rapidement et bien. Et développer ses compétences, développer sa technicité. Et ensuite, on remonte. On commence maintenant à viser, OK, Orange, tu as dit qu'il me faut 20 ans d'expérience. Ecobank, je suis prêt. Et là, en entretien, tac, 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 tac. Vous déroulez et c'est plus simple. D'accord. Et ils peuvent, et je vais même plus loin, même s'il y a des stages qui ne sont pas rémunérés, faites-le. C'est pour ça qu'on dit que la recherche d'emploi coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Faites-le. S'il y a des stages, on ne vous donne pas de sous, vous connaissez votre objectif. Demain, je veux apprendre à vendre, je veux apprendre l'informatique, je fais, OK, le gars, il ne me donne rien, je me débrouille. Mais je sais ce que je veux. Voilà, je me donne maximum 1 an, 2 ans. J'ai pu cumuler une petite expérience, paf, je repars maintenant chercher les grosses entreprises dès que j'ai une ouverture. Et là, ça peut faciliter un peu l'accès à l'emploi de ces jeunes. Ce qui sous-entend que les abonnés eux-mêmes doivent avoir déjà à l'idée un profil de carrière. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Exactement. Des objectifs. Donc, on commence tout doucement et puis après, on grimpe. Exactement. D'accord, très bien. Sauf si vous avez des réseaux de téléportage. Exactement. Où on vous prend et puis bim voilà. Merci Ahmed. Nous allons parler à présent de la lettre de motivation, qui est un facteur bloquant souvent
pour répondre aux offres. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment rédiger une bonne lettre de motivation ou bien est-ce que c'est encore important aujourd'hui? Est-ce que je peux répondre franchement? Oui. Cette émission est sans tabou. Sans tabou. Allons-y. Ça ne sert à rien, la lettre de motivation. Il faut que je vous dise la vérité. En fait, personnellement, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à ce stade. Et même encore, les recruteurs ont évolué. Aujourd'hui, on regarde, on n'a pas eu de diplôme. Le diplôme limite ne nous intéresse pas, honnêtement. Le diplôme ne nous intéresse pas. Bien. La lettre de motivation ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, c'est les soft skills. C'est le comportement. Est-ce que la personne a envie d'apprendre? Est-ce que la personne est engagée? Est-ce que la personne prend des initiatives? On ne veut pas des gens qui vont faire le béni oui, monsieur, oui, madame. Non, on veut des gens qui s'affirment. Voilà, venir prendre le sac du patron un peu. Non, cette période-là, ça existe toujours. En tout cas, mais moi, ce qui me concerne, c'est révolu. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui me concerne, quand j'ai un candidat en face de moi, c'est son engagement. Très bien. Est-ce que cette personne a envie de découvrir ce métier, d'évoluer, c'est quoi exactement se transformer, c'est quoi le profil de carrière, c'est quoi son plan de carrière. Aujourd'hui, même chez moi, aujourd'hui en interne, je regarde la problématique de nos collaborateurs, c'est leur plan de carrière. C'est cela. Tout ce qu'on est en train de faire là, il me dit oui, mais il me dit mais Ahmed, next step, qu'est-ce que je fais après? J'ai fait 5 ans, 6 ans, 10 ans dans le même poste. La prochaine étape, c'est quoi? Et ça, c'est à nous de nous redéfinir, trouver des portes d'entrée, des portes de sortie pour ces personnes-là, pour leur permettre d'aller faire autre chose. Donc, pour revenir un peu à la question, pour moi, la lettre de motivation n'est pas utile. N'est plus utile. À ce stade où on est, on peut s'en passer. Et je pense DRH, écoutez. On peut s'en passer. Et je pense que le marché est assez difficile comme ça pour nos demandeurs d'emploi. Corser encore la procédure. Et corser. Il faut que même, d'ailleurs je le dis, mais il faut même que je regarde, parce que même moi, nos annonces, je suis sûr qu'il y a encore la lettre de motivation. J'imagine. Je pense que c'est devenu mécanique. Oui. Je pense que c'est devenu mécanique. Mais je vous avoue alors que vous ne les lisez pas. Honnêtement, moi, je ne les lis pas. Peut-être que mes équipes le lisent, mais je ne pense même pas en plus. Parce que quand je vois aussi le leader, je ne pense pas qu'ils les lisent. À la longue, oui, au sortir de cette émission, oui, je dirais aux équipes, enlevez-moi la lettre de motivation. En fait, pour le moment, vraiment. Et moi, quand les CV arrivent à mon niveau, on ne me donne pas la lettre de motivation. Mais souvent, certaines personnes disent que la lettre de motivation, c'est pour vérifier la capacité rédactionnelle du candidat. Mais dans quel but? Je ne sais pas. Dans quel but? Sauf si c'est un poste littéraire, pardon. De professeur de français. De professeur de français, ou bien si c'est un poste de peut-être journaliste, oui. Là, je suis d'accord. D'accord. Mais enfin, il y a des métiers où on peut s'en passer. Il y a d'autres métiers où c'est important. Si on demande votre capacité rédactionnelle, là, oui, on a besoin de votre lettre de motivation. Mais il y a certains métiers où on peut s'en passer. Et dans tous les cas, vous savez, vous pouvez nous bluffer en entretien, vous pouvez nous bluffer sur la lettre de motivation. Mais là où nous, on va vous attraper, c'est sur le terrain. Claire. Et c'est pour ça qu'on met la période d'essai. Et sur le terrain, maintenant, on ne sait pas. Tu nous as vendu que tu sais faire ça, on te regarde. Si ce n'est pas bon, on s'assoit, on se dit... Les vérités. Les vérités. Qui choquent. Merci, Ahmed Famon Diarra.